Et donc je vous ai présenté une petite vidéo de 3 minutes qui présentait les principaux éléments qui composent la formule du Community Land Trust. J'ai pas énormément de temps, donc on m'avait demandé de présenter le projet Calico, qui est en fait un des projets immobiliers développés à Bruxelles par le Community Land Trust avec des fonds européens, d'un fonds FEDER, en fait Urban Innovative Action, c'est le nom du programme européen, et qui sont plutôt des fonds d'investissement. Et donc je vais essayer de vous expliquer ce projet-là en particulier. Si vous êtes curieux de savoir plus sur globalement le fonctionnement du Community Land Trust, il n'y a pas de problème. On en a un peu parlé hier dans la visite, parce qu'on est passé par Molenbeek, donc ils sont en gros au courant du principe. Oui, il y a un des enjeux intéressants, c'est comment on essaie d'impliquer, sur Bruxelles en tout cas, comment on essaie d'impliquer les futurs ménages dans toute la conception architecturale, comment on essaie de faire en sorte de donner les bases d'une bonne gestion future de leur copropriété. Donc il y a des enjeux, quelque part, on pourrait presque dire, entre l'éducation populaire et justement l'émancipation citoyenne, d'une certaine manière, qui sont là, on peut discuter ces aspects-là. Après, des tas d'enjeux techniques aussi dans le point immobilier, donc je peux vous voir ce qui peut vous intéresser. Donc ça, c'était le rappel des 2-3 principes du CLT. Là, donc, on détient le sol en commun, et l'idée, c'est qu'on va donner l'accès à la propriété de ce qu'il y a dessus, mais j'y reviendrai, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement ce n'est pas obligatoirement l'accès individuel à la propriété dont il s'agit. C'est avant tout une manière de trouver un mode de gestion commun du foncier, des terrains sur Terre. Là, finalement, la Terre est un bien limité, est un bien qui devrait partager entre tous, toute espèce vivante d'abord, mais aussi entre tous les humains, et donc il ne devrait pas faire l'objet d'une appropriation marchande, au même titre que l'air, que l'eau, etc. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire, on va essayer, dans une logique de justice sociale, de garantir un accès le plus équitable possible à ces ressources, et donc forcément avec une espèce de discrimination positive, c'est-à-dire de créer un accès pour des personnes qui sont discriminées dans leur accès aux ressources, et de le gérer en fonction, de le gérer avec des modalités communes. Je peux te poser une question, puisque tu es complètement dans ce domaine, quelle différence il y a avec un bail amphithéotique? Alors, donc, techniquement, j'explique alors. Techniquement, le propriétaire, on va faire une dissociation du sol et du bâti, ce qui veut dire que, en fait, les gens, quand on dit qu'ils sont propriétaires de la brique, en fait, ils sont propriétaires d'un bail. Il se fait que ce n'est pas un bail amphithéotique, c'est un droit de superficie, donc dans les baux de très longue durée, il y en a 2-3, je ne rentre pas trop en détail, mais disons, ce sont des baux de suffisamment longue durée. Un droit de superficie, c'est 50 ans, un bail amphithéotique, ça peut jusqu'à 99 ans. Ouais. Et ils sont tellement longs qu'on considère que ce sont des droits réels. C'est-à-dire que dans la propriété, il y a un faisceau de droits en fait, de la propriété. Il y a le droit d'user, le droit d'abuser, c'est-à-dire de démolir par exemple, de changer l'affectation d'un bien, d'en tirer un bénéfice, de le prêter, de le donner, de le louer. Ce sont autant de droits différents. Et donc, travailler sur les communs, c'est intervenir sur une redistribution de ces droits, c'est déconstruire la toute-puissance de tous ces droits de propriété pour dire, on va donner des droits de propriété en termes d'usage, mais plus que ça, parce qu'en fait, quand on a un droit réel, puisqu'a priori, dans le bail amphithéotique, on peut donner tous les droits, on peut très bien dire pendant 99 ans, je te donne un terrain vierge, tu peux construire un château dessus, tu peux le revendre à... Mais en tout cas, à un moment donné, dans 99 ans, ça me revient. Donc, puisque ça va conférer tous les droits, ça confère notamment la possibilité d'avoir un crédit hypothécaire. Allez trouver une banque pour qu'il vous prête un crédit pour votre bail locatif. Je ne pense pas qu'une banque va vous prêter pour que vous puissiez payer le loyer. Par contre, pour éventuellement financer votre investissement dans l'acquisition d'un bien qu'ils peuvent prendre en hypothèque si vous êtes un mauvais payeur, là c'est possible. Et donc quelque part, c'est dans ce sens-là qu'on parle d'accès à la propriété. Puisque c'est un droit qui garantit un usage, qui garantit un retour de capital, enfin, un investissement, ces deux dimensions-là de la propriété sont
incluse, et donc c'est un droit réel, et donc par simplification, on dit que les gens sont propriétaires. En fait, ils sont détenteurs d'un droit de superficie à long terme, et ça suppose que nous, on leur donne une autorisation d'être sur le sol, et on leur demande 10 € par mois. Et là, d'autres, aux États-Unis, demandent parfois 100 € par mois, et ça devient un peu plus locatif et un petit peu moins remboursement hypothécaire. Il y a moyen de jouer sur ces fourchettes-là. Nous, on essaie de faire le plus social possible, et donc on a réduit le retour. En même temps, ça nous rend plus dépendants des pouvoirs publics, puisque les personnes à qui on fait accéder ne financent pas du tout la structure collective qui leur ont donné cet accès. Est-ce que j'ai répondu? Le bail amphithéotique néerlandais à l'origine, c'était les mairies qui le possédaient. Ils ne Alors, vendaient ça- jamais la terre. Oui, Puis ça, ils l'ont changé avec le néolibéralisme. Madame dit en Hollande, enfin, aux Pays-Bas, avant c'était le bail amphithéotique. En Angleterre, c'est la reine de l'Angleterre. Oui, Mais en Hollande, c'est les pouvoirs publics. En Belgique, globalement, en tout cas, c'est les détenteurs de foncier, c'est les seigneurs et l'État. C'est l'histoire médiévale. C'est l'histoire médiévale. En Hollande, ça fait Et donc, tout à fait. Et donc ici, et ça, il faut bien le comprendre. Je le constate parce que la vidéo. Non, mais pour dire, la Hollande, ça a énormément changé, c'est fini ça. Oui, oui, tout à fait. Mais donc ici, j'insiste un peu là-dessus, je pense que c'est quelque part peut-être plus fondamental. Je viendrai sur Canico et me présenter rapidement, mais donc en gros, il faut bien comprendre que là où c'est une révolution, c'est que le détenteur foncier, donc historiquement, bah, c'est le seigneur, le roi, la reine, et puis l'État, le gouvernement, etc. Et donc, à un moment donné, c'est lui qui est seul garant de l'intérêt général, de pouvoir réorienter le cours des choses sur l'usage qui est donné à un territoire. Ici, c'est là où c'est une conquête militante des peuples discriminés, c'est de dire non, on va faire cette gouvernance. Quand on dit le Community Land Trust possède des terrains, c'est donc pas l'État hollandais ou la reine d'Angleterre qui le possède. C'est pas que la reine d'Angleterre concède un droit sur son terrain qui resterait à elle. Non, non. C'est dans le système de droit de propriété, une structure communautaire qui représente des gens précarisés arrive à extraire de ce marché-là, récupère des terrains et les reprend. Et donc, du coup, c'est orienté, le conseil d'administration de ces structures est composé en 3 tiers. Et les pouvoirs publics ou les représentants de l'intérêt généraux ne représentent qu'un tiers. Les propriétaires occupants, c'est-à-dire, imaginez-vous par rapport au logement social, c'est comme si ici, un tiers des locataires du logement social dans une société serait dans le conseil d'administration de la société qui gère leur logement. C'est loin d'être le cas. Après, dans l'histoire du logement social, historiquement, les coopératives du début du 19e, enfin, du 20e, c'était aussi ça. C'était un mouvement coopératif. Ils ont été, en tout cas dans l'histoire belge, réassimilés au pouvoir public et donc complètement contraints dans leur logique de gouvernance aux décisions publiques. Mais historiquement, c'est pas du tout que c'est le seul modèle de gouvernance innovante ou partagée. Tout simplement, j'explique que la manière dont le Community Land Trust américain s'est organisé, c'est de faire cohabiter dans le conseil d'administration 3 figures à part égale. Le propriétaire occupant, qui peut donc être le petit propriétaire qui acquiert des appartements dessus, mais qui peut être aussi le commerce qui s'implante au rez-de-chaussée, le gestionnaire de l'entreprise qui va être développée, enfin, quelle que soit la fonction, de la coopérative d'habitants qui aura dessus, ou même du bloc de logement locatif qui pourrait être développé par un acteur à qui aurait été vendu, etc. Et donc là, c'est des usagers concrets du terrain. Et puis, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas non plus justement que l'État et les bénéficiaires, parce que ça, c'est la clé typique du clientélisme dans le logement social. C'est forcément, il y a une alliance objective entre celui qui a le fric et qui fait plaisir à quelqu'un et celui qui reçoit l'aide. S'il n'y a que ces 2 acteurs-là, et c'est pour ça qu'il y a une grande captivité électorale dans le logement social, qui en Belgique, grosso modo, le fonds de commerce, des fonds de commerce des socialistes, et qui du coup justifie aussi que la droite n'a pas du tout envie d'investir dans ce secteur, etc. Donc, pour déjouer ça, il y a une 3e figure qui intervient en tiers, qui est la société civile. Et la société civile, elle, selon le contexte, elle peut représenter des figures très différentes. Dans le contexte français ou belge, où en gros, on a désinvesti tout à fait notre pouvoir personnel
c'est ce qu'on appelle le fait du prince, où on demande à l'État de nous organiser et même de nous diviser pour qu'on ne se tape pas dessus, plutôt que le système américain où chacun est armé et représente à lui-même la patrie et peut embarquer sa religion dans sa quête, etc. Chez nous, c'est ni tes identités communautaires, ni tes appartenances ethniques, ni tes associations diverses et variées. Un enfant de la République doit s'assimiler dans ses droits et ne peut pas jouer avec ses différences. Et donc, quelque part, ça veut dire aussi qu'il y a tout un tissu associatif qui organise la paix sociale, dont j'ai largement fait partie, et d'autres, et vous peut-être aussi, dans cette structuration qui fait que, ici, dans la situation belge, et demain française, si vous arrivez à ne pas trop rester dans une logique étatique, en gros, si vous arrivez à trouver une position là, parce que pour le moment vous êtes en train de faire ça, enfin vous êtes plutôt en train de faire ça et promoteur, qui est une société civile, donc en fait ça c'est devenu, c'est la chambre de commerce et autres ici, c'est le modèle français, pas faire gaffe. Et ici donc c'est usagère et cette société civile, bon, ça peut être globalement un secteur associatif qui est actif dans les quartiers. Il faut comprendre qu'on agit sur des territoires, et agir sur des territoires, ben c'est, en tout cas dans le contexte, on pourrait dire globalement européen, on n'est pas dans les villes en faillite, comme Détroit ou le nord américain, où les villes s'écroulent, où les valeurs s'écroulent, et on pourrait se dire, il n'y a pas de problème d'accès au foncier, on achète des maisons à 1 euro, etc. Non, ici, il y a une gentrification globale des territoires, il y a une expulsion de tout le territoire bruxellois des pauvres, c'est pas juste qu'on les repousse un peu plus loin, mais globalement les pauvres sont dégagés de la ville, et donc ce sont des associations qui essaient quelque part de lutter un tout petit peu sur ces phénomènes-là, et qui peuvent dire, attendez, ici dans les quartiers, ce qu'il faut, il y a plein d'ados, il y a plein de vieux, il faut des services associés à ceci, à cela. Et donc, et qui interviennent... C'est quoi la règle du jeu? C'est-à-dire, sur quels critères on peut accepter que tu peux être considéré comme un riverain ou la société civile, et quels sont les critères qui font, ah oui, vous êtes sympa, mais là, non, vous, ça ne sera pas possible? Là, malheureusement, ici, pour la politique, c'est le gouvernement bruxellois régional qui impose ces cabinets-là qui viennent, ce qu'on aurait pu dire, on prend tel fonctionnaire progressiste qui soutient le modèle, et telle autre figure dans la banque sociale, des choses comme ça. Donc c'était chaque ministre son représentant. Ici, ce sont toutes les catégories d'usagers des terrains qui s'élisent entre eux. Et là, c'est tous les membres sympathisants du mouvement. Oui, et alors là, il n'y a pas de critères, tout le monde. Il n'y a pas de critères. Le seul truc, c'est que, oui, donc on pourrait imaginer que soudainement, les 350 bourgeois qui entourent le projet qui va arriver dans leur beau quartier se fassent pendre et dans l'Assemblée Générale ils viennent dire on détruit tout. Mais c'est heureusement plus subtil que ça. Mais donc, Paris, le 7e arrondissement et les logements pour sans-abri. J'ai pas compris À Paris, oui. Il y a la maire qui veut faire des logements pour les sans-abri, elle les a fait et c'est une levée de bouclier de tout le quartier. Mais évidemment, donc l'idée c'est plutôt, d'ailleurs aux États-Unis, quand le premier modèle de Community Land Trust, c'était la première ferme autogérée acquise par une communauté noire. Je veux dire, vous imaginez, il faut se voir Ku Klux Klan, les noirs saisonniers qui dansent sous les pommiers, etc. On est à cette époque-là, on est déjà sorti d'esclavage, mais je veux dire, il y a une exploitation monstrueuse, et ils arrivent à acquérir un terrain et vivre en autosuffisance. Première ferme noire autogérée. Ils se sont fait cramer la ferme. Je veux dire, ils ont subi un modèle. Et ils ont intégré ce modèle-là, les partis, il est venu, je ne crois pas qu'il y avait vraiment le pouvoir public à l'époque, mais ils ont intégré toutes les forces progressistes autour d'eux pour casser cet effet NIMBY, justement. Donc c'est plutôt pour viser ça que c'est aller trouver des alliances en dehors et pour pouvoir à un moment donné neutraliser le truc. Tout comme par rapport au logement social, où c'est un gestionnaire public qui fait une pauvre consultation dans le quartier bourgeois et qui vient dire ici on va mettre un ghetto pauvre, en gros, enfin. Et les gens qui disent mais non, ici, puisqu'on implique les gens en amont, c'est ben voilà, vous aurez Madame Voilà et Monsieur El Cricri qui sont, tu vois,
qui seront dans votre propriété, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter. Oui, non, parce qu'en fait, on pourrait passer toute l'après-midi. Exactement. Mais c'est quand même intéressant que tu parles de Calico. Rapidement. C'est quand même inspiré Voilà. du modèle CLT, mais c'est quand même un exemple concret. Tout à fait, je suis désolé. Voilà. Mais donc, non, mais après, on peut continuer à mais c'est vrai, c'est dur à intégrer parce aussi. qu'il y a encore deux autres intervenants. Donc, juste, ce que je vous ai expliqué, c'est dans une logique où on crée des copropriétés. D'accord? Une des limites de ce modèle-là, c'est que quelque part, les gens qui accèdent, c'est globalement un public familial, de familles nombreuses, souvent d'origine immigrée, puisque ce sont elles qui sont les plus discriminées sur le territoire. Et on se dit, c'est bien, mais comme je vous l'ai expliqué, à un moment donné, le CLT pourrait aussi rentrer dans les formules locatives, soutenir des logiques plus coopératives, c'est-à-dire venir avec plus qu'une sécurisation dans un modèle d'accès à la propriété individuelle à des ménages, mais aussi répondre à d'autres types de publics. Par exemple, une personne de plus de 50 ans ne sait pas avoir un crédit hypothécaire, du coup elle ne peut pas rentrer dans la philosophie du Community Land Trust tel qu'il est subventionné aujourd'hui par les régions bruxelloises. Donc ça ne va pas. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer des personnes qui ne sont pas en capacité d'avoir un crédit même moins cher, mais dans le système. Et donc on a déposé un projet à l'Europe, c'est ce que je vous disais, Urban Innovative Action, pour un projet qui s'appelle CALICO, Care and Living in Community, et qui va, je vous explique le montage, c'est un promoteur belge, un développeur a déjà obtenu un permis de construire pour 110 unités de logement résidentielles, typique de ce qu'on fait aujourd'hui, monoculture résidentielle, 4 étages de haut, plein de petites terrasses, c'est très beau. Mais c'est très beau. Et voilà, bon, voilà, on le voit ici en tout petit, mais vous avez tout de suite compris. Voilà, et de ce truc-là, 110, avec l'argent de l'Europe, on va pouvoir en acheter 39. La porte d'entrée A, B, C, et puis encore D, et ça fait plus ou moins toute une rue. Et dans ce bloc-là, donc ça c'est ce qui est schématisé ici, on va acquérir sur un seul CLT tous ces 3 blocs, avec la spécificité que chaque cluster, chaque bloc d'appartements va être mis à disposition, donc non plus de propriétaires acquisitifs, mais bien va être mis à disposition d'associations, en l'occurrence Passage et Engeladi. Ici, là, ce sera d'acquisition CLT classique, entre guillemets, comme je vous l'expliquais, mais ces 2 blocs-là vont être donc mis à disposition via des associations Passage et Engeladi, qui vont, elles, avoir une proposition de logement communautaire supplémentaire, si vous voulez, locatif. Et donc, je vous explique, Passage, c'est un projet d'habitat intergénérationnel, donc de nouveau, qui est censé pouvoir mettre en présent des gens qui ne sont pas en capacité d'avoir des crédits hypothécaires, ça peut potentiellement être des jeunes et a fortiori des seniors, et de le faire dans une vision extrêmement radicale, c'est-à-dire que les taches bleues ici, ce sont 3 services qui sont, en fait, c'est ici marqué maison de naissance et la maison de mourance. Qu'est-ce qu'une maison de naissance? Ben, c'est une maison globalement un peu un environnement démédicalisé dans lesquels les sages-femmes accompagnent les femmes pour accoucher, avec quand même une supervision médicale, mais je veux dire que c'est hors de l'hôpital, et donc c'est une alternative à l'accouchement à l'hôpital ou l'accouchement à la maison. Et il faut savoir qu'à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, il en existe des structures comme ça, avec toute une série de visions intéressantes qui peuvent en être, mais à Bruxelles, c'est strictement c'est maison ou hôpital et rien entre les deux. Et une maison de mourance. Alors, une maison de mourance, vous êtes moins connu, c'est une alternative aux soins palliatifs. Il y a des gens qui ne sont plus en capacité à mourir chez eux et qui ne sont pas non plus désireux de mourir à l'hôpital. Et donc là, c'est essayer d'offrir un espace digne qui puisse permettre de mourir dans un contexte d'un habitat groupe. Et donc là, il y a aussi un espace de consultation. Donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment un espace pour les familles pour pouvoir se recueillir, accompagner les décès, accueillir la vie, etc. Et donc, les gens qui seront dans ce logement intergénérationnel seront impliqués dans la gestion en termes de bénévoles, de care, si vous connaissez un petit peu cette vision de dire qu'il y a beaucoup de ces moments clés de la vie que sont la naissance et la mort, qui se ressemblent à beaucoup d'égards, peuvent être entourés d'un care de gens qui sont dans cet habitat-là, pour des gens qui en sont en déficit, quelque part, qui sont... Voilà. Donc ça, c'est un projet, une vision, je ne vous rentre pas plus dans le détail. Le deuxième
cluster, le deuxième bloc d'appartements, va être donc mis à disposition d'une association qui s'appelle Angela D. Angela D en référence à Angela Davis, qui est une militante féministe noire des États-Unis, active depuis les années 60, et donc là l'objectif c'est dans une perspective féministe, de créer un habitat communautaire qui serait géré par des femmes et à savoir si ce sera exclusivement à l'usage de femmes, ça c'est peut-être pas tout à fait réglé, mais en tout cas l'idée c'est que la gestion de cet habitat communautaire soit aux mains de femmes, en l'occurrence d'Angela D, mais aussi des habitantes, et avec un accent évidemment particulier pour servir de lieu d'accueil pour des femmes en précarité. Donc voilà, c'est comment offrir un cadre de gestion bienveillante, géré par des femmes, pour des femmes en précarité, quel que soit le profil, famille monoparentale ou d'autres types de profils de précarité spécifiques que peuvent connaître les femmes. Ça c'est le deuxième bloc. Le troisième, je vous ai dit, ce sont principalement des logements acquisitifs, du coup, CLT, mais aussi 5 logements pour seniors en locatif par le CLT, et les 2 taches vertes, c'est des logements de transit. Il y aura aussi des espaces, donc il y a ces 39 logements, mais en fait il y en aura 33 qui seront affectés en logement, et les 6 autres qui serviront comme espace commun. Alors je tiens à dire tout de suite que c'est plutôt un défaut du projet lié au financement européen que d'acheter clé sur porte à un promoteur un ensemble résidentiel sur lequel il est très difficile de projeter ce qui serait le mieux en termes de conception de vie communautaire, puisqu'on achète un modèle absolument classique fondé sur la rentabilité selon les normes contemporaines dans ce contexte-là, et donc on est un peu coincé là-dedans. C'est donc un peu plutôt une limite, mais donc on va récupérer des appartements tels qu'ils avaient été développés dans la tête du promoteur comme appartements, et on va les convertir en maison de naissance, en maison de mourante, en consultation, en espace commun, et en espace ouvert sur le quartier, en ce compris l'espèce de porche qui donnera dans un jardin extérieur ouvert sur le quartier. Tout ça dans une zone où ce genre de promotion est en train de pousser comme des petits pains, environ 4, 5, non, 6, 700 logements sont en train d'être produits comme ça, donc cette espèce de monoculture de logements, de résidences contemporaines. Et donc voilà, l'idée c'est d'essayer d'offrir un certain nombre de services ouverts sur ce quartier, qui clairement sont déficitaires. Voilà. Et si j'ai encore une minute ou deux, mais donc là je vous ai expliqué grosso modo l'image, et ce qui est intéressant c'est que c'est de rentrer un tout petit peu dans la technique de financement, parce qu'en fait ces SBL-là, elles sont toutes neuves. Celles-là ont été créées dans le contexte de l'appel, donc c'est pas une vieille institution féministe qui existe depuis très longtemps et qui aurait, je sais pas, des fonds historiques. Passage pareil, la SBL, tant qu'elle n'avait pas de projet, elle était là avec ses intentions, mais pas plus. Donc elles n'arriveront pas à, puisque je vous parle de locatif, elles n'arriveront pas probablement à convaincre des banques d'aller leur prêter l'argent correspondant à ce qu'il faut amortir. Donc le CNT utilise l'argent de l'Europe pour acheter le foncier, donc en gros ce sera 33% moins cher, on va dire, que s'il avait fallu acheter ces appartements sur le marché privé. N'empêche qu'il faut quand même encore payer les 66%, et que c'est quand même des sommes importantes, et qu'ils n'arriveront pas en tant que jeunes AFBL, Association 1901, d'aller lever ces fonds auprès de banques. Et donc, le Community Land Trust, et là il y a un bon momentum, est en train, il y a des moyens en termes de fonctionnement très récemment, pour créer une coopérative, qui serait donc encore un autre dispositif dans l'arsenal d'outils de ce Community Land Trust, pour, à ce moment-là, servir au financement de l'ensemble de ces acteurs-là, et donc de parvenir à lever des fonds qui visent à ce que ça puisse être mis dans des conditions sociales d'accès, tout en offrant la rentabilité nécessaire aux investisseurs, mais de le faire dans un gros pot commun, et donc de doter une coopérative à un moment donné d'une capacité d'investissement, et donc de pouvoir reproduire progressivement cette formule-là de lieu en lieu. Et donc, potentiellement, les pouvoirs publics, ils n'auraient plus qu'à acheter le terrain, avec la garantie
qu'il y aura une sociabilisation perpétuelle de ce lieu. Ce n'est plus devoir tout gérer en marché public, la difficulté aujourd'hui pour les pouvoirs publics de construire. Une association possible avec les promoteurs, mais une levée de fonds qui est coopérative. Et donc, voilà, c'est ça globalement le projet. Merci. Génial.